Bon, alors je vais commencer. Je m'appelle Bisquera Jean-François, j'ai 63 ans. Dans ma famille, il y a toujours eu des animaux de compagnie et bien sûr des oiseaux. Alors j'élève des oiseaux depuis que j'ai 10 ans et je suis inscrit dans un club depuis mes 17 ans, d'abord à la FNOP, puis après à l'UOF. Et en 1978, je suis monté en Belgique chercher des mutations de verdiers européens et je suis redescendu avec des verdiers et des taranaisons en mutation. Quelques années plus tard, l'administration met en place le certificat de capacité. Donc, j'ai passé mon certificat de capacité. À l'époque, ça se passait à Paris. Et moins d'un an plus tard, j'ai intégré la commission faune sauvage captive d'attribution des CAPA de mon département en tant que consultant et expert oiseau. Et ma passion des fringiles m'a conduit à élever plusieurs, plusieurs oiseaux autres que les canaris. Et aujourd'hui, je suis à fond dans les terrains. Donc, on va maintenant parler des terrains exotiques et la diversité du genre Spinus. Donc, le plan de cette vidéo, on va d'abord parler un peu de la biodiversité, la définition et l'origine de ce concept. On va voir la nomenclature pour les espèces et la taxonomie, la classification des terrains, les origines des terrains américains, les terrains nord-américains et les principaux terrains sud-américains. On ne va pas faire aujourd'hui tous les terrains sud-américains parce qu'il y a pas mal d'espèces qui ne sont pas élevées en Europe ou qui ont été très très peu importées. La biodiversité définit tous les types de la variabilité des êtres vivants, parmi les individus de la même espèce, parmi les différentes espèces et parmi les écosystèmes. À droite, on a deux hominidés, un chimpanzé et un être humain, sur la petite photo. Elle précise aussi, dans une région donnée, l'ensemble de toutes ces espèces et les écosystèmes de la région. La biodiversité est une richesse. Elle a une grande valeur scientifique, une valeur culturelle, une valeur écologique. Elle assure l'existence de nombreux gènes différents, la base sur laquelle l'évolution peut travailler. Elle permet l'adaptation des organismes à l'évolution des conditions du milieu. C'est une sorte d'assurance vie. En résumé, la notion de biodiversité est vaste et complexe. Elle comprend des sujets différents qui doivent être abordés sous plusieurs points de vue. La diversité des espèces assure le fonctionnement des écosystèmes. La variabilité entre les écosystèmes garantit la possibilité de durabilité de l'environnement. Les espèces. Le nombre d'espèces connues sur la planète aujourd'hui est d'environ 1 750 000. 1 320 000 sont des animaux, 270 000 seulement des plantes. La liste rouge des espèces menacées d'extinction comprend 16 000 espèces, 12% font partie des oiseaux, soit environ 2 millions. Il faut savoir qu'il existe 10 300 espèces d'oiseaux. La protection de la biodiversité. Pour protéger la biodiversité, le meilleur moyen est de protéger l'écosystème, avec une utilisation éco-soutenable, avec un partage équitable des avantages qui proviennent des ressources génétiques. L'activité des éleveurs doit devenir et être reconnue comme une importante banque de gènes. Élever, c'est protéger. Alors, celui qui a mis en place la taxinomie des espèces, c'est un Suédois biologiste, Carl von Linné. Il a défini cette taxonomie qui est les branches de la science biologique qui vise à nommer et classifier toutes les espèces vivantes. Ça a étudié les similitudes et les différences dans l'organisation. Ça organise un système fondé sur la nomenclature binominale, nom et prénom, ce qui permet de connaître les espèces dans le rang taxonomique, taxis qui veut dire ordre, et nomos, loi en latin. Il y a aussi la classification trinominale dans la nomenclature récente. On a utilisé cette
classification trinominale, elle sert à définir les sous-espèces, sans trop de succès. Par exemple, pour la définition de l'homme qui est défini Homo sapiens sapiens, ou pour les Carduelis, mieux connus sous le nom de chardonneret élégant, que je nommerai aujourd'hui Carduelis domestica, variété domestique. Et là, on voit un petit arbre de la généalogie des humains qui nous ont précédés. La classification du Tyrannosaure par niveau, par palier. Le règne animal, animalia, l'embranchement chordata, qui veut dire corde en latin veut dire vertébré, section vertébré, la classe c'est Aves, c'est les oiseaux, l'ordre c'est les passeriformes, la famille c'est les Fringillidae et les Fringillidés, le genre c'est Spinus avec un S majuscule, et l'espèce c'est Spinus avec le S minuscule. Donc le nom scientifique c'est Spinus spinus, et les noms communs ou vernaculaires c'est Tarindéson. Donc là on a la photo d'un mâle tarin pris par Pierre Malguret. Définir une espèce, c'est définir un ensemble d'individus ayant des caractéristiques semblables qui les distinguent des autres individus et qui, dans des conditions naturelles, font naître des descendants parfaitement fertiles. Et là, nous avons deux exemples, le chardonneret major et le chardonneret parva. Pour appliquer la notion de sous-espèce, il faut parler de populations distinctes, par distance soit géographique ou par séparation génétique. Donc le parva vit en Afrique du Nord et le major vit en Sibérie, en Europe de l'Est. Pas trop de questions. On n'avait pas encore abordé trop les terrains là, c'était plus sur la biodiversité. C'est bon, il n'y a pas le chat non plus, il n'y a pas de questions. Voilà, il pose la question de Carduelis domestiqué. Dans le chat, hein. Tu entends ça, ouais. Jean-François? Oui, j'ai vu vite fait Carduelis domestiqué. Ben c'est à part l'arrêté de 2006 qui dit que les espèces domestiques sont des espèces en mutation reconnues, les espèces en phénotype sauvage ou ancestral qui sont nées en cage, pour moi c'est des domestiques. Hein. Mais administrativement, non. Pourtant, le verdier d'Europe a été reconnu comme espèce domestique en 1974 en Belgique, hein, par la fédération Larobé, je crois. Je ne sais pas si ça a été reconnu par le gouvernement belge cette année-là. Alors, l'origine de la diversification des terrains. Plusieurs théories sont proposées par des ornithologues. La première, c'est que c'est le Tarindéson qui est l'ancêtre de tous les terrains américains. La seconde, c'est que c'est le tarin des pins qui est l'ancêtre de tous les terrains et aussi d'autres fringillidés. Donc, à droite, on a un tarin des pins sur la petite photo et à gauche, on avait un tarin des hommes. Là, on a un couple de tarin des hommes, pour ceux qui ne connaissent pas cette espèce-là. Donc, à gauche, nous avons la femelle et à droite, nous avons le mâle. Avec le mâle se présente avec une calotte noire, des barres à l'air jaune et une bavette sous le menton. Et la femelle est pleine de stries et ne porte pas de calotte noire sur la tête. Alors ça, c'est le projet de la route américaine du passage du terrain des hommes en Amérique, qui aurait conquis toute l'Amérique du Nord et après se serait diversifié avec en formant d'autres genres et d'autres espèces, comme la triceps, le dominensis et le pinson des arbres. Ça, c'est une théorie par certains ornithologues. Et le terrain exotique part du nord de l'Amérique jusqu'au sud de l'Amérique. Il y a 16 espèces de terrains différentes, sans compter les sous-espèces. Ça part du nord du Canada jusqu'au sud du Chili. Pour d'autres ornithologues,
c'est le tarin des pins qui est l'ancêtre de tous les terrains américains. Et là, on voit la carte du nord de l'Amérique avec les zones de nidification, d'hivernage et sa présence annuelle dans certaines régions. Donc, le tarin des pins, cette forme ancestrale, possède le phénomène de la néoténie. Ce phénomène, c'est par lequel un animal atteint sa maturité sexuelle tout en conservant ses caractères de l'enfance, à cause de cette faible corrélation entre les gonades, l'hypophyse, le thymus et la thyroïde. Mais dans son patrimoine génétique, cet oiseau aurait les facultés pour engendrer d'autres espèces. Parce que le tarin des zones, par exemple, quand ces jeunes sont juvéniles, ils ressemblent très fortement à ce tarin des pins. Et là, on a deux photos d'un tarin des zones à gauche et d'un tarin des pins à droite. Les deux oiseaux sont bien cousins et bien semblables, hein, au niveau des stries, tout ça. La bande à l'air n'a pas l'air identique quand même. La bande à l'air n'a pas l'air identique, puisque chez le tarin des zones, c'est jaune, chez le tarin des pins, c'est blanc, mais c'est au niveau des stries que ça rappelle fortement le tarin des zones. Le tarin des zones n'a pas développé de sous-espèces sur le territoire européen, malgré qu'on le trouve jusqu'au Japon. Hein. Le croisement entre les différents tarins donne des issues fertiles dans les deux sexes. Les deux espèces qui s'hybrident ne sont pas considérées dans la nomenclature comme différentes. Donc, on sait très bien que les croisements de divers tarins entre eux donnent des issues fertiles dans les deux sexes. Les deux espèces d'hybrides donnent des issues qui ne donnent pas de différences extraordinaires. Les terrains exotiques. Il y a 16 terrains américains que nous divisons en deux groupes, les nord-américains, les sud-américains. Donc on voit cette grande variabilité d'oiseaux. Alors les nord-américains sont désignés par certains sous le vocal de chardonneret. C'est le tarin des pins, Pinus pinus, le tarin du Mexique mineur, le plastria, le Spinus tristis, le tarin triste, et le tarin de Laurence, Pinus laurentii. Nous ne verrons pas tous les 16 terrains américains, qui est très vaste. Nous ne verrons que les principaux dans le sud. Nous aborderons maintenant les nord-américains. Le tarin des pins. Le mâle ressemble étrangement à une femelle de tarin des zones. Il est fortement strié de brun. Sa robe n'est pas très spectaculaire. Il fait à peu près 11 cm. Et on a vu tout à l'heure sur la carte américaine, il occupe tout le continent nord-américain, qui va du haut de l'Alaska jusqu'en bas du Mexique. Il comprend 3 sous-espèces. Le Spinus pinus, le Pinus pinus, le Macroproctus et le Perpectus. Et là, on voit les zones 1, 2, 3 pour la distinction des sous-espèces dans ces régions. On voit les zones d'hivernage, les zones présentes à l'année et les zones de nidification. Alors, pour sexer le mâle et la femelle, il faut prendre l'oiseau en main, regarder le dessous de l'aile. Et on voit que le jaune il y a du jaune dans l'aile, ça c'est un mâle. La femelle ne présente pas de jaune. C'est un peu comme chez les verdiers et un peu comme chez les linos. Chez les verdiers d'Europe, par exemple, à 15 jours, on peut très bien sexer un oiseau juvénile, si c'est un mâle ou une femelle, en attrapant le jeune, en lui écartant l'aile. Si le jaune des rémiges monte jusqu'en haut, c'est un mâle. Si ça s'arrête au milieu de la plume, c'est une femelle. Idem chez les linottes mélodieuses. Le blanc de la plume jusqu'en haut, c'est des mâles. Jusqu'au milieu, c'est des femelles. Là, on voit un oiseau tarin des pins. Je suis incapable de vous dire si c'est un mâle ou une femelle. Et sur la photo, c'est marqué femelle, donc je dirais que c'est une femelle. Hein. Facile. Et là aussi, sur les nichoirs de nos amis canadiens, peut-être, on voit de jolis terrains des pins. Mais la nature fait bien les choses, parce que quelquefois, on a de belles surprises. On peut voir de super mutations ou aberrations, je ne sais pas. Ça peut être le bonheur de quelques éleveurs, ces oiseaux-là.
Alors, en élevage, ça s'élève en cage de 120 cm. Hein, c'est pas des oiseaux très contraignants qui demandent des grandes volières. Hein. Il faut simplement habituer les oiseaux à manger un bon mélange de graines spécial tarin et à consommer de la pâtée et un peu de nourriture vivante de Pinky. Et c'est la femelle qui construit et pond le nid entre 3 et 5 heures. L'incubation dure environ 13 jours. Et vers 10-12 jours, la femelle ne trouve plus ses jeunes. Et les petits quittent le nid vers le 13e jour. Alors, les hybridations de tarin des zones, tarin des pins. Certains éleveurs hybrident le tarin des zones avec le tarin des pins, ou inversement, dans l'objectif d'avoir des F1 pour les retremper dans les souches de tarin des zones pour amener les stries dans les oiseaux européens. Le gros problème, c'est que ceux-ci amènent aussi des têtes pincées ou étroites, bien difficiles à compenser par la suite. Et il semble aussi que le bec soit plus pointu et moins épais. Nous avons aussi, dans les tarins nord-américains, le tarin du Mexique, Spinus plastria. La particularité de cet oiseau, on l'appelle aussi chardonnerie mineur ou tarin à dos noir ou à dos vert, il mesure à peu près 9 cm. La particularité, c'est que l'on rencontre deux types d'individus mâles. Tout à fait en bas, on a un mâle avec un dos noir. Au milieu, un mâle avec un dos vert. Et en haut, une femelle. Et la femelle, issue de dos noir ou de dos vert, elles sont pratiquement identiques, les femelles. Il n'y a pas de distinction flagrante comme les deux mâles. Voilà la zone où le tarin mineur vit. Il y a 5 sous-espèces. Le plastria à la forme nominale, l'Hesperophilus, plus au nord, le jouy, tout à fait en bas, là, numéro 3, le witi et le colombianus. Alors moi, j'ai eu des jouys, ils sont très petits, ils font 9 cm, hein, c'est des oiseaux magnifiques. Bon, il faut les mettre un peu au chaud pour l'élevage. Alors chez le dos vert, le mâle présente des stries sur le dos, avec du noir intense, sur la nuque et le croupion. Seule la tête porte une calotte noire. Les ailes sont barrées d'un miroir blanc. Le ventre et la gorge sont jaune vif. On le trouve en Californie et au Mexique. Les femelles des sous-espèces sont pratiquement identiques. Le dos et la tête sont gris, brunâtres, sans calotte noire. La couleur noire de la queue et des ailes est moins intense. Le jaune est bien sûr un peu plus fade. La femelle est moins riche en couleurs. Les 5 sous-espèces du dos noir. Et là, on voit bien les stries sur le dos. Et les barres à l'air blanches. Là, c'est le dos vert. Des oiseaux super jolis. Là, nous avons une femelle à gauche, avec son dos, et le mâle à droite, dos vert. Et bien sûr, le casque noir. Et là, nous allons voir un joli mâle dos noir, avec une poitrine bien jaune. Le même oiseau. Magnifique. Et ça, c'était au Mondial de Reims. Nous étions avec Kamal Buré là-bas. Ça, c'est un jouy. Le tarin triste, Spinus tristis. Sa taille est d'environ 12 cm. C'est un oiseau magnifique. En plumage nuptial, le mâle est flamboyant. Le mâle présente un beau plumage jaune qui tranche avec la calotte noire du front. Donc on reconnaît le mâle tout de suite. Sa queue est noire, les ailes sont noires également, barquées d'une double barre à l'air blanche. La femelle est beige avec un casque plus clair. Donc les deux oiseaux sont bien distincts.
Là, on voit un couple de tristis et un mâle tout seul à gauche. Voilà la répartition de cet oiseau sur la carte des États-Unis. On voit ses migrations, sa présence à l'année et sa zone de nidification et d'hivernage. Il y a 4 sous-espèces. Le tristis tristis, le pallidus, le géwiti, le selkamen. Mais la particularité de cet oiseau, c'est que le mâle a un plumage hivernal qui ressemble fortement à une femelle. Donc la distinction en hiver, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on n'en voit pas trop dans nos concours, parce que en hiver, de nos concours, les mâles sont en plumage hivernal, ils sont peu flamboyants. Donc au premier plan, on a vu une femelle et les autres mâles, et les autres oiseaux peut-être au fond, peut-être des mâles. Alors le sexage du triste en juvénile, c'est au niveau de la couleur blanche par-dessous la queue. La femelle a les petites plumes blanches qui remontent pas très fortement le long de la plume, alors que chez les jeunes mâles, la plume blanche remonte pratiquement jusqu'en haut. Là, on voit les femelles en plumage juvénile à droite et à gauche. En plumage nuptial à gauche, pardon. Voilà le mâle en plumage nuptial à gauche et en plumage d'éclipse au milieu de la photo. Et la femelle en photo à droite complètement en hiver. Alors dans la nature, il existe aussi des bizarreries de la nature, des oiseaux magnifiques. Est-ce que c'est des mutations? Est-ce que c'est des aberrations? On ne sait pas, mais c'est toujours intéressant à voir. Le tarin de Laurence. Il y a un masque un peu comme un chardonnay noir chez le mâle et un poitrail jaune. Les Américains l'appellent chardonnay gris. Il mesure environ 9 cm. Il a un casque noir, un masque de la même couleur. Pour se terminer en pointe sur la poitrine, son croupion est jaune. Le dos et la nuque et les joues sont grises, les flancs et le ventre sont blanchâtres, les ailes noires sont barrées de jaune. La femelle n'a pas de masque et ses teintes sont bien sûr moins vives. Là voilà un magnifique mâle. Et là on a des femelles à droite. Un mâle au nourrissoir, bien sûr. Les tarins sont des acrobates. Hein. Là on voit sa répartition le long de la zone ouest en Californie par exemple. On a sa présence à l'année, sa zone d'hivernage. Encore un oiseau magnifique là sur la gauche, un joli mâle. Mais très très rare en élevage. La dernière fois que j'étais à Reggio, il y avait à peu près, je crois, 6-7 couples proposés à la vente. Ça devait être en 2015. C'était 4 600 € le couple. Et ils sont tous partis. Mais j'avais pas assez d'argent. Les Nord-Américains, les 4 tarins et les Sud-Américains, que nous allons voir dans la suite. Avez-vous des questions? L'Hesperophila, il y a une question de Lardé Anthony. Oui, c'est ça, Anthony. Il veut savoir si c'est une sous-espèce du dover. Oui, je pense que je ne me suis pas trompé dans le montage. Et donc, est-ce que c'est bien la sous-espèce de dover? Oui, c'est un Saltria, je crois, Hesperophila. Hein, si je ne me trompe pas, c'est un Saltria. Et donc, oui, c'est une sous-espèce. C'est ce qu'on a vu avec celui où il y avait une cage, là, que j'ai trouvé sur un site en Belgique, dont, comment il s'appelle, Guillain fait partie d'ailleurs. Alors, les tarins sud-américains, ils sont à dominante verte, jaune et noire, sauf les tarins rouges du Venezuela. Nous pouvons distinguer 3 groupes, les tarins à calotte noire, les tarins à cagoule noire
et les terrains à dominance noire. Les terrains à calotte noire. Ils présentent à la façon de nos terrains des zones une calotte noire et où une bavette plus ou moins bien prononcée et une barre à l'air jaune. Donc là, on voit un terrain des zones avec sa barre à l'air, sa calotte noire et sa bavette noire qu'on distingue un peu dessous. Les différents terrains à calotte noire. Le Barbatus, ou terrain à manteau noir, le terrain du Guatemala ou Aquisette, le terrain de Yarel, le Spinus yareli, le terrain des Andes et le terrain du Guatemala. Le terrain Barbatus, le terrain à manteau noir. C'est un terrain de 13 cm environ. Le mâle présente une noire sur la tête, de la gorge et de la gorge jusqu'au menton. La poitrine et le ventre sont jaunes, le dos est vert olive strié de noir. Le croupion est jaune, les ailes montrent une fine barre à l'air jaune. La femelle n'a pas de noir sur la tête, son plumage est plus terne et vert foncé, le ventre est blanchâtre. Là, on voit bien la bavette du mâle dans la petite photo encartée. Alors, le Barbatus, le terrain barbu, se répartit sur la petite carte que nous avons en bas, dans la zone orangée. Il n'y a pas de zone différenciée pour l'hiver et l'été comme les terrains nord-américains. Là, on voit un couple de terrains barbus, ou Barbatus, mâle et femelle. À gauche, le mâle, à droite, la femelle. Et là, c'était un oiseau de Pierre Malburé dans sa volière à Vitrolles, quand il avait ses oiseaux. Là, on voit un mâle dans la nature, avec la femelle et le juvénile à gauche. Alors, les terrains qui présentent un casque noir, on voit leur évolution, avec le terrain du Guatemala, le terrain des Andes et le terrain de Yarel. On voit bien les différentes taches sur la tête qui représentent les casques de ces terrains. On voit bien qu'ils ont des similitudes. Le terrain andin est un petit oiseau de 12 cm. Le mâle ressemble au terrain de Yarel en plus sombre. Le casque est noir et le dos vert sombre. Le ventre est jaune, à verdâtre. Pas de jaune vif. La queue et les ailes sont noires avec une barre à l'air jaune clair bien prononcée. La femelle de couleur plus terne avec la tête pointillée de noir. Le ventre et les sous-caudales sont blancs. Je n'ai jamais vu ces terrains en élevage, même quand j'étais en Allemagne. Voilà la répartition du terrain des Andes. Il comprend 3 sous-espèces, le Spinicène, le Nicricoda et le Capitana. Et là, on voit ces zones de répartition. Juste après l'Amérique centrale. Le Yarel. C'est un très bel oiseau. Il y a bien une différence de dimorphisme entre le mâle et la femelle. Le mâle toujours avec sa calotte noire, son dos vert olive, le croupion, le ventre, la gorge et les joues sont jaunes vifs, la queue et les ailes sont noires avec une barre à l'air jaune. La femelle n'a pas le calotte noir, celle-ci est remplacée par du vert olive du dos. Les têtes sont plus ternes, le jaune vif est remplacé par du jaunâtre. Son statut de protection, c'est 2B. Donc, il faut certificat de capacité et ouverture d'établissement pour détenir cet oiseau en France. Et son inscription à l'IFAP, bien sûr, est nécessaire. Alors là, on voit le Yarel qui a été pris par Pierre Malburé à Reims. Un oiseau magnifique. Et là, on voit sa carte de localisation en Amérique. C'est une zone bien délimitée du Brésil. C'est certainement pour ça qu'il est en 2B. Et on voit la photo de répartition des casques sur les terrains Guatemala, Andin et Yarel. Il n'y a pas de sous-espèce.
Les éleveurs brésiliens ont développé, comme chez le Tarin rouge, un IRL de type Zorro, donc avec un masque qui descend un peu sur les yeux. Ils ont sélectionné cet oiseau pour le fun des éleveurs. Hein. Alors que dans la nature, il est comme ça, sur la gauche. Les Sud-Américains, ils sont dominantes vertes, jaune et noir, sauf le Tarin rouge. Donc les tarins à carotte noire, à cagoule et à dominante noire. Les tarins à cagoule ou capuchon noir, ils sont au nombre de 7. Le plus connu, le tarin rouge du Venezuela, est le seul qui possède du rouge dans son plumage. Il est à l'origine de tous les canaris à facteur rouge. Le plus typique est le tarin de Magellan, assez répandu dans toute l'Amérique du Sud. Mais il a été surtout le plus importé, et c'est le plus présent dans nos élevages. Le tarin rouge du Venezuela, c'est un petit oiseau de 9 cm. Le mâle et la tête, le menton et la gorge sont entièrement noirs. Sa queue et ses ailes sont noires. La barre à l'air rouge, vif tranche sur l'aile. Le ventre et les sous-caudales sont blancs. Le dos et la poitrine sont rouges vifs. La femelle ne possède pas de noir. Il est remplacé par du gris-brun sur la tête. La nuque, le dos et les épaules sont lavés de rouge sombre. Le cou blanc et rouge. La queue est noire, les ailes sont noires, barrées de rouge. Le ventre et les sous-caudales sont blanches. La poitrine orange et lavée de rouge. Le tarin rouge est en annexe 1 de la Convention de Washington, mais en A du règlement européen, mais aussi surtout en annexe 10 du règlement européen. Il est déclassé selon les arrêtés du 10/8/2004, remplacé depuis par l'arrêté du 10 octobre 2008. L'autorisation préfectorale de détention n'est pas reprise en élevage d'agrément, mais son inscription en IFAP est obligatoire. Donc ça veut dire qu'en annexe 10, pas obligé qu'il soit bagué. Maintenant, il faut prouver qu'il soit d'élevage. Donc s'il n'est pas bagué, qu'on peut voir que c'est d'élevage, ça c'est les discussions que j'ai eues avec quelqu'un de l'OFB. Des sujets présentant une tête plate et ou une barre à l'air s'étendant le long des rémiges sont à écarter de la reproduction. Idem pour se présenter un casque avec une flamme noire qui descend sur la poitrine. C'est un signe de reliquat d'hybridation avec le tarin de Magellan. Alors là, on voit bien la distinction du mâle et de la femelle. Dans nos concours, maintenant, on commence à avoir des tarins rouges, alors qu'avant, les tarins rouges étaient un peu l'arlésienne. On en parlait beaucoup, on ne les voyait jamais. Et là, c'est la répartition du tarin rouge au Venezuela et il a été découvert une colonie d'oiseaux au Guyana, une petite colonie. Il est protégé dans son habitat d'origine, mais il est très braconné parce que les populations qui ont besoin d'argent braconnent les oiseaux pour les revendre au marché noir. Donc là, on voit à droite la femelle, à gauche un mâle. Vous voyez que la femelle n'a pas de rouge sur le dos. Hein. Donc là, en concours, ça, ce sont les oiseaux mâles de Pierre Malburet, sa photo, et là, la photo de Claude Catalano, qui est décédé dernièrement. Le Magellan, le plus typique des tarins américains, celui qui a été le plus importé, celui qui est le plus élevé chez nous. Donc le mâle, que l'on voit au fond avec sa cagoule noire, et la femelle devant qui n'a pas de cagoule noire. Le mâle encagoulé entièrement noir, intense, qui descend sur la nuque et la base du cou. Les épaules et le dos sont verts, le croupion est jaune intense. Les ailes et la queue sont noires. Les petites et moyennes couvertures sont ourlées de jaune, formant une barre à l'air jaune vif. La taille varie de 11 à 14 cm suivant les sous-espèces. La femelle, d'une livrée plus discrète, ne possède pas de barre noire. Le vert est plus foncé, tire sur le vert olive. Le croupion est jaune verdâtre, sa queue est noirâtre. La répartition des sous-espèces du Magellan. Alors voici la carte. Son aire de réparation est la plus étendue sur le continent américain. C'est avec le tarin épin, l'oiseau qui s'étend sur tout le plus de territoire sud-américain.
Les pins, c'est le tarin du Nord. Il y a 11 sous-espèces recensées, mais certains ornithologues en comptent jusqu'à 17. Donc, nous allons voir quelques variations dans les tarins des Magellans. Dans certains concours, on nous préconise d'avoir des oiseaux avec un masque bien limité. Nous allons voir que, suivant sur quelle sous-espèce ils tirent, le masque descend sur la poitrine. Et le dos est vert ou noir, suivant les sous-espèces. C'est pour ça qu'on peut rencontrer des femelles bien lumineuses de jaune et d'autres qui sont bien fades en couleur. Pourquoi, on ne sait pas. C'est un groupe de travail des Pays-Bas qui nous a donné ces planches de couleur. Voilà pour éviter de mélanger au maximum les sous-espèces. Nous allons voir deux photos d'oiseaux Magellan différents. Le Bolivianus avec son dos tacheté de noir et l'Urubamentis qui est dans les tons de verdâtre. Pourtant, ce sont des Magellans tous les deux. Et bien sûr, dans leur zone de limitrophe, ils doivent certainement se croiser entre eux. Donc, les mutations du Magellan, on a vu que dans les dernières visios sur les jaspés, qu'il était à l'origine de la mutation jaspé du canari, ça a été le plus importé des oiseaux. Plusieurs souches d'élevage sont fixées, plusieurs mutations, souvent issues d'hybridation avec le terrain des zones, certaines liées au sexe comme le brun, l'agate, le pastel, l'ivoire, d'autres récessives comme le topaz et l'ino, dominants comme le dilué, qui a été transmis chez le canari pour donner le jaspé. Donc là, on voit un mâle topaz et une femelle topaz. Et là, il nous arrive des inos. Et un dominant dilué, simple dilué. Nous allons voir les mutations diluées dans toute sa splendeur. Donc, au milieu, nous avons le phénotype ancestral, à gauche, la simple dilution, et à droite, la double dilution. Avant, on disait pastel, mais la com a décidé de nommer dilué au lieu de l'ancien nom de pastel. Car le pastel est une mutation liée au sexe, alors que le dilué est une mutation dominante. Il suffit d'un seul oiseau dilué pour donner dans le même nid et des classiques ou des mutés. Les terrains sud-américains, toujours, les calottes noires, les cagoules noires, la dominante noire. Alors, à dominante noire, ils sont au nombre de 3. Si un jour le canari noir apparaît comme il est le canari rouge, il pourrait avoir pour ancêtre l'un des oiseaux suivants. Donc, il y a, vous allez voir, l'Atratas le plus connu, le tarin noir. Comme son nom l'indique, il est entièrement noir de jet, à l'exception du ventre et des sous-caudales jaunes. Les rectrices sont bordées de jaune barallaire jaune. La femelle est d'un plumage identique. Le noir de jet est remplacé par du brun noir. Assez régulièrement importé, les souches d'élevage existent, ainsi que quelques mutations. Voilà la répartition du tarin noir de Bolivie. Il fréquente les steppes de haute montagne du Pérou, de la Bolivie, du Chili, de l'ouest de l'Argentine. Voilà le tarin noir. Alors, vous voyez que le dos à gauche, c'est un mâle, et à droite, c'est un juvénile. Le poitrail est marqué de jaunâtre. Et pour reconnaître les mâles et les femelles, rien de plus simple. À gauche, vous avez un mâle qui est bien noirâtre, et à droite, vous avez une femelle dont le noir tire sur le brun. Donc, c'est une femelle. Il y a aussi un autre
truc pour distinguer le mâle et la femelle, c'est de retourner l'oiseau. Là, on voit bien le mâle à gauche et à droite la femelle dont le jaune remonte sur le poitrail. Et le noir de l'oiseau de droite est moins puissant que le noir de l'oiseau de gauche. Il est plus brun. Avez-vous des questions? Jean-François, tu parles le Taret Magellan, le dominant pastel, enfin, le Oui. dominant pastel. Est-il hétérozygote ou homozygote? As-tu des femelles dominant pastel double? Oui. Tu peux avoir des femelles simples diluées que tu. Simple dilué et des doubles dilués, des femelles double diluées? Ou double diluées, oui. Oui. Donc, parce que nous avons une mutation dans le pinceau maintenant, il semblerait, bon, je n'ai pas encore suffisamment de jeunes de ce type de mutation, mais il semblerait qu'il y ait une mutation donc, dans le pinceau qu'ils appellent les flamands en dominant pastel, mais j'ai toujours détesté qu'on donne des noms directement aux mutations. Mais il semblerait que la femelle, on ne parvienne pas à l'avoir en homozygote. Chez les terrains, oui. Chez le terrain, parce que là, donc, il semblerait que la dominance, c'est une mutation dominante, mais elle semblerait être sur le chromosome sexuel. Non, ça existe quelque part dans une. Oui, ça existe pour les diamants de Gould. Oui. Ah bon, voilà, dans les. Le pastel Gould, qu'on appelle le jaune au pastel chez les Gould, c'est ça. Ah, d'accord. Le dominant lié au sexe. Dominant lié au sexe. C'est récessif lié au sexe. S'il te plaît? C'est plutôt rare puisque d'habitude c'est récessif lié au sexe. Ah oui, lié au sexe, c'est souvent récessif, mais bon. Et là, c'est dominant, il suffit d'un seul jaune dans le couple pour qu'il naisse des pastels simples chez les mâles. Oui. Si on met un simple avec une femelle déjà diluée, on ne dit pas diluée, d'ailleurs on dit jaune, on se retrouve avec des oiseaux très jaunes qu'on appelle des jaunes. On y D'accord. Et après on mesure. Alors on a mis pastel parce que c'est lié au sexe, parce qu'on s'est inspiré du canari, mais il est dominant. C'est un cas très rare. Et chez les perruches, c'est la perruche Edge, la mutation Edge, la perruche Catherine. Je connais que ces deux-là, de ma part. Hein. Il y en a peut-être d'autres, mais pour ma part, je connais ces deux. Et pour avoir des doubles dilutions en mâle et femelle, il faut mettre deux simples dilués ensemble et on a des doubles dilutions dans les deux sexes. Oui, pour le terrain, ça. Pour le terrain. Oui, d'accord. Mais là, en pinceau, là, je suis catégorique, ça n'a pas marché. Enfin, chez moi, la première année, en tout cas. Je n'ai pas suffisamment de jeunes pour le savoir. Alors, faut être catégorique, parce que bon, faut y aller doucement. Du recul. Guylain, et les femelles qui ne sont pas double dilution ont-elles un aspect de double dilué? Non, jamais. Non. Ah voilà. Donc là, oui, il n'y a pas un double. Oui, ça fait rien. Hein, ça comme ça. Non, c'est pas grave. Ouais. Chez les Gould. Oui, tout à fait autre chose maintenant pour revenir dans le terrain, parce que le pinceau, c'est mon dada, mais le terrain. Jean-François, tu parlais dans le Negriti de Bolivie, hein, le terrain noir. Oui. Tu disais, dans les élevages, c'est pas si facile que ça de cloner de mâles et femelles. Hein. Personnellement, moi, quand je vais chez des amis et tout le truc, je les ai souvent testés à la longueur des rectrices. Parce que, bon, en élevage, de plus en plus, maintenant, ben, ils obtiennent des femelles qui ont vraiment, qui sont quasi noires. Hein. Et le test ADN démontre souvent que des oiseaux qu'on pense mâles ou femelles, etc., on a souvent des surprises. Mais je ne fais plus, j'en ai eu quelques-uns, des couples de Negriti, mais voulant mettre mes oiseaux tout à l'extérieur, j'ai supprimé tout ça. Moi, j'en ai eu quelques-uns, si tu veux, tu vois. Mais j'ai eu aucune difficulté à distinguer les. C'est différemment les souches, etc., évidemment aussi. Hein. Alors, en parlant des tests ADN, par exemple, je connais un juge qui m'a dit il a été fait des tests en Italie concernant les tarins noirs. Et la conclusion du labo de biologie a dit ben là, vous nous avez envoyé des Magellans, parce que peut-être que ces oiseaux-là étaient des triples hybrides de Magellan ou tarin à ventre jaune.
et Atrata, si tu veux. Moi, j'ai un collègue qui avait fait des hybrides de Magellan et de Tarin noir, et il avait vu des jeunes qui étaient très foncés, et les issues étaient féconds. Ben, de toute façon, avec toutes les mutations qu'on veut transposer d'un à l'autre dans les Américains, c'est pas rare. Et puis peut-être même en Amérique, hein, oui, bien sûr. Même sans. Oui. Et les tarets, quand tu parles du taret rouge, en élevage, on est arrivé maintenant à avoir des souches qui sont totalement différentes par rapport au taret américain, évidemment. Hein, bien sûr. Puisqu'il est beaucoup plus grand, non? Ben, les tarets rouges, j'en ai élevé un petit peu, mais ça fait une vingtaine d'années que j'en élève plus. Mais ils sont différents de ceux que j'ai élevés à l'époque, tu vois. Ah oui, ils grandissent. Hein. Ils grandissent. Oui. Donc, il faut redescendre un peu la taille. Il y en a qui essayent de revenir à la taille un peu. Oui. Il y a quelques éleveurs ici dans Belgobert. Je vais devoir vous quitter, mais encore une dernière chose. C'est très intéressant, mais malheureusement, ça n'a pas été, diffusé suffisamment tôt, peut-être la conférence de monsieur, enfin, la préparation d'Hervé. Et serait-il possible d'avoir le PowerPoint pour la transposer dans des clubs ici, en Belgique? Il y aurait, une fois qu'il y a quelque chose d'intéressant. Alors, je vous conseille, pour tous ceux qui sont amateurs de ces tarins, d'aller sur Belgobird, où il y a déjà des échanges et des conversations sur d'autres tarins d'ailleurs et sur d'autres indigènes hein, et d'autres exotiques insectivores. Le panel est assez large. Hein, et donc, on est bien accueillis. J'y suis allé pour m'inscrire, pour avoir des sources, et ça a bien marché. Et puis après, l'autre, vous l'avez vu plusieurs fois dans le montage, le groupe de travail hollandais, qui est donc aux Pays-Bas. Donc là, il faut le chercher en hollandais, mais dès qu'on se met sur leur forum ou leur site, je ne sais pas la différence de thème, ça se met en français automatiquement. Alors, c'est du français automatique, hein, la traduction automatique. Donc, le tarin devient en traduction une crème. Vous avez donc des crèmes tristes et des choses comme ça, parce que le mot hollandais donc traduit automatiquement. Il doit donner le mot crème, c'est un homonyme, sûrement un homonyme ou un. S-I-J-S, Saïs. Ouais, c'est ça. Mais bon, on comprend même quand on voit que c'est de la traduction automatique, on comprend tout à fait le fondement, le texte et même on peut dire les explications. Il y a beaucoup d'explications. Et chaque espèce est différenciée. Et des très belles photos. Donc, Jean-Paul va peut-être nous donner une info. Là. Si le canari noir apparaît prochainement, dans les prochaines années, est-ce qu'il aura l'accent sud-américain, italien, espagnol ou du sud-ouest en France? Il n'aura pas d'accent. On arrive sur des canaris avec une hyper-mélanisation noire, à la fois dans la tonalité et dans la largeur du dessin. Mais il y a encore un léger dessin. Du boulot. Bon, actuellement, c'est des éleveurs italiens qui travaillent là-dessus. Ils essaient de faire le forcing pour faire avaler ça, mais ils ne sont pas noirs uniformes et ils ne sont pas encore noirs en face ventrale non plus. C'est surtout sur la face dorsale. D'accord. Mais ça vient des croisements avec le xanthogaster. Et on a essayé avec les atratus? Sans doute. Oui, moi j'ai vu des hybrides, des métis plutôt d'Atrata, de Xantho, du Ropigalis, de Magellan, tout ça, pour faire un oiseau qui est tri-quadri-hybride, pour revenir sur le canari, tu vois. Mais après, je n'ai pas vu la suite, quoi. Quand on se rappelle la visio qu'a fait Jean-Paul il y a un mois sur les jaspes et le travail acharné de son découvreur, hein, bien sûr, lui qui s'est accroché à faire les hybridations en Italie, ou en Espagne, c'est peut-être Espagne. C'est remarquable, le gars, il a eu une patience infinie et ça s'est pas fait en une seule année puisque ça marchait pas au début. Mais il a assisté. Moi, j'étais monté en 1978 en Belgique parce que j'avais fait un hybride de Magellan avec une femelle canari. À l'époque, on disait bleu, hein, qui avait donné des F1 bleus. Mais à l'époque, en France, on ne trouvait pas de femelles d'élevage de Magellan. Donc, j'étais monté en Belgique pour trouver des femelles d'élevage. Je n'ai rien trouvé. J'ai redescendu des femelles Magellan, on va dire, sauvages, non baguées. Et l'hybride
F1 et le F2 que j'avais fait, ou R1 plutôt, eh ben, ils sont morts de leur belle mort parce que les femelles Magellan n'ont jamais reproduit chez moi. J'avais un super hybride bleu. Mais en Allemagne, j'ai vu des Magellan, on va dire à fond blanc. Je suis incapable de dire si c'est si c'est des bleus ou si c'est des ivoires. Parce que comme je ne parle pas la langue de Goethe, tu vois, j'étais incapable de lire ce qu'il y avait sur les cages. Mais en Allemagne, chez Bender, il y a des Laurensis mutants maintenant. D'accord. Ah. Eh oui. Et quel genre de mutation? Ça donne du pastel. C'est malheureux. Ils ont déjà difficile d'élever du Laurensis et ils sont déjà dans les mutations. D'accord. Et pour info, est-ce que tu sais si la mutation jaune dominant du terrain italien viendrait-elle du terrain IRL, pardon. Je ne saurais pas te le dire, mais le Tares, c'est pas tellement ma tasse de thé, mais je sais qu'il y a déjà le jaune dominant, il y a la version tchèque et la version italienne où il y a deux versions, quoi. Hein. Oui, mais la version tchèque, je dirais que c'est plutôt un panaché dans la mutation d'Aranezone, alors que la version jaune dominant italien, c'est pas mal, c'est ce que je préfère d'ailleurs dans le jaune. Mais est-ce que ça vient pas d'une hybridation avec le Yarel? Je ne sais pas. Donc je demande aux juges qui vont à Servia s'ils n'ont pas des infos là-bas, par exemple. Le Tares, ça permet beaucoup de traficotage aussi. Hein. Donc voilà, c'est là le problème avec le Tares, je veux dire presque. Et alors les Italiens, les Belges et tout ça sont champions du monde. Hein. Eh oui. On est champion du monde quelque part. Vous êtes champion du monde au foot, mais nous, les traficotages, les flamandes sont pas mal. Hein. C'est ça. Parce que tu sais que chaque fois que tu veux des oiseaux un peu spéciaux, c'est pas en Wallonie que tu les auras, c'est chaque fois dans la partie nord de notre pays. Bien sûr. Là c'est. Enfin. Parmi les Français, là, il y a des gens qui en ont, à part Jean-François qu'on connaît, mais est-ce qu'il y a des éleveurs là dans nos présents qui ont n'importe quelle espèce de tarin hein dans le genre Spinus, hein, pas les faux tarins de l'Himalaya et autres, ils ne sont pas des Spinus. Moi j'en ai. Hein. Ouais, moi aussi j'ai des tarins. Tarin des aulnes. Tarin des aulnes. Mutation. Noir. C'est Jean-Michel, ça. Jean-Michel. Salut. J'ai plusieurs tarins en fait. J'ai du tarin de Magellan aussi. J'ai du dilué, justement, Jean-François. Ah, c'est bien. En femelle. C'est bien, c'est bien. Mais que j'avais accouplé avec un chardonneret. Donc on sort du sujet. Là, on sort. Moi, chez moi, j'ai eu un jour une mutation qui est née de chez moi de Magellan, tu vois. C'était une femelle qui m'avait refait 2 pontes de 4 jeunes. Et elle voulait refaire, moi je ne fais faire que 2 nichés aux oiseaux. Et là, elle était à fond pour refaire un troisième tour. Alors, ce que je fais jamais, je lui remets un nid, tu vois. Et elle me pond 5 œufs. Il naît 5 petits. Et à l'éclosion, je vois qu'il y en a un qui a les yeux rouges. Il a vécu. Alors je me dis, qu'est-ce que je fais? J'en enlève 3 et j'en laisse 2 dans le nid, tu vois. Et puis, trop gourmand, j'ai laissé les 5 et 4 jours après, ils ont tous craqué, ils les a plus élevés, tu vois. Tu m'en avais parlé, Jean-François, déjà, ouais. Je m'en souviens. Ouais, je sais. Mais je suis incapable de dire si c'était des Isabelles, des pastels, des lutinos, j'en sais rien. Mais alors qu'à l'époque, je faisais aucun croisement avec des dilutions, tout ça. C'était que ma souche de Magellan. Tu vois, j'avais une dizaine de coupes, 10-12 coupes de Magellan. Tu vois. Ah, il devait être porteur. Il devait être porteur de je sais pas quoi. Ouais, dommage. Dommage de ne pas avoir été plus loin parce que voilà. Je ne sais jamais ce que ça aurait pu t'amener. Voilà. Comme une fois dans mes terrains des zones, sans faire exprès, je fais des croisants, et puis il menait un oiseau, je dis mais qu'est-ce que c'est cette couleur? En fait, c'était un topaz, une femelle topaz. Mais alors que j'avais jamais mis de topaz dans les terrains des zones. Et ouais, tu vois. Il est né comme ça. Tu vois. C'est le fun de l'élevage, ça. C'est ça qui me plaît. Ouais. C'est ça. Des fois, on a des surprises. C'est ce qui est bien.
Et alors, les juges, quand vous vous retrouvez, bon, ça ne doit pas être tous les jours que vous avez des tarins devant vous, mais pour reconnaître les espèces et les sous-espèces, est-ce que il y a le livre à côté de vous, forcément, parce que c'est assez compliqué, ce groupe-là. À part dans le Magellan, il n'y a pas beaucoup de sous-espèces quand même. Non, mais dans le Yarel ou bien même dans les qu'on a vu tout à l'heure, ceux qu'on a vus, j'ai déjà perdu les noms, il y en a eu dedans. Ça ne doit pas être évident du tout, hein. Tout comme on doit avoir beaucoup d'hybrides de sous-espèces, parce qu'on ne savait pas qu'on avait deux sous-espèces dans les mains. Justement, tout à l'heure, il était évoqué la taille des tarins rouges. C'est souvent parce que les gens ont voulu hybrider avec du Magellan qu'on a agrandi la taille. Parce que moi, personnellement, j'ai des tarins rouges qui sont tout petits. Et qui plus est, j'étais pas plus tard que samedi en Italie avec des amis. Magellan, j'étais voir M. Casadei. Donc, je pense que ceux qui connaissent le Magellan voient le monsieur en championnat du monde. C'est du bel oiseau, de Antonio Rizzi, des choses comme ça. Les oiseaux, c'est quand même une qualité où ils savent faire rester dans la norme de l'oiseau. Casadei, pour rien vous cacher, il est dans un box. C'est un garage. Avec une porte de garage. Mais quand vous voyez l'état des oiseaux, c'est magnifique. Moi, j'en ai pris plein les yeux. Je ne voulais même pas en prendre, mais pour améliorer ma souche, j'ai repris un oiseau quand même. Eh oui. J'étais parti pour acheter très peu et à la fin du compte, je me suis retrouvé. C'est le piège. C'est le piège. Pendant un mois, puis on verra. Mais après, voilà, des tarins, moi j'ai pas mal de sortes d'espèces et ça me plaît, quoi. C'est quelque chose qui me plaît. Que ce soit du tarin rouge, du Magellan, du Christ, j'ai réussi à reproduire cette année, du barbu, du Xanto. C'est une passion. J'ai délaissé un peu plus le canari, hormis mes rasas, pour me remettre plus dans le tarin des zones, bien entendu que j'ai toujours. C'est autre chose. Pour ça, il vaut mieux s'affairer à garder des oiseaux typiques, entre guillemets. Moi, j'ai des lignées mutées, des lignées classiques, quoi, pour éviter de trop mélanger. Le problème qu'on a en France, c'est les problèmes d'IFAB, c'est les problèmes d'autres choses, où les gens, c'est mutation sur mutation et tout se mélange. C'est pour ça qu'il faut toujours garder des classiques pour améliorer les mutants, parce que si on fait que des mutants, on régresse. Oui, mais Jean-François, pour ça, il faut être capacitaire. Ah ben voilà. Donc, c'est le problème. Hein. Donc, je rejoins Sébastien. Oui. Effectivement, il faut être capacitaire. Là, il y a un éleveur que tu connais, tu vois. Il y a 15 jours, il a préparé son dossier CAPA. Il a déposé il y a 15 jours. Il est passé il y a une semaine. Il a sa CAPA. Ben, c'est parfait. Il en faut de plus en plus parce que si on veut garder les beaux oiseaux, on est obligé de travailler avec eux. Moi, perso, c'est pour ça que je l'ai passé aussi. Voilà. Il y a quelques années. Il suffit simplement de connaître les textes de loi, hein, et s'appuyer sur la circulaire du 11 avril 2008 pour monter son dossier de CAPA. C'est tout. Vous avez moi, le plan je l'ai fait 2 fois, hein, donc tu le sais très bien, Jean-François. Oui. Il faut surtout aller à l'essentiel dans les dossiers, pas broder trop. Plus on en met, plus on tend la perche pour se faire descendre. Toutes les questions que vous allez avoir sur les oiseaux, vous allez savoir y répondre sans souci. Le seul truc où on est tous un peu rébarbatifs, c'est au niveau législation, parce qu'on n'est pas des juristes ni rien. Donc, il suffit de connaître un peu quelques arrêtés et ça passe comme une lettre à la poste. Sans souci. Puisqu'on parle de ça, comme il faut des heures de formation, j'ai cru comprendre que on pouvait valider des heures, ces visios pouvaient nous valider des heures de formation. Oui, bien sûr. De manière pratique, comment ça se passe? Il faut faire la demande, tu écris à Visio UOF, je le transmettrai à Pierre Chanois, de toute façon, qui est quelque part dans l'écoute aujourd'hui, et on valide. D'accord. Au jour d'aujourd'hui, il y a une seule personne qui a demandé, on lui a validé dans la semaine. C'était en mai ou en juin. D'accord. Alors, les heures de formation, pratiques ou théoriques,
peuvent aussi bien être validés quand vous faites des réunions de club et aussi bien des expos. Hein. Il ne faut pas l'oublier, ça. Hein. Ouais, mais il faut que ce soit un capacitaire qui vous valide. Bah, absolument pas. Ah bon, bon. Ah, non, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Hein. Et bien voilà. Donc, puisqu'on parle de ça, je vais vous donner mon opinion. Hein. Je ne sais pas si c'est le sujet de la. Non, mais j'y tiens là. C'est important, c'est important. J'y tiens. Il faudrait, et ça n'engage que moi, hein, il faudrait que tous les présidents de région, d'abord, je ne sais pas s'il y en a là, dans toutes les vidéos du web, je ne sais pas combien il y a de présidents de région, j'aimerais bien savoir s'il y en a. Hein, j'aimerais bien qu'à la fin de l'année, par exemple, on fasse le décompte pour savoir quel président de région, telle région, pas les noms, simplement savoir combien il y en a, point final. Bon, je reviens. Il faudrait que tous les présidents de région qui ont sous leur coupe X départements, et dans ces départements X clubs, disent voilà, il faut que nous ayons dans tous les départements des représentants dans les préfectures, dans les commissions, pour qu'on nous connaisse et pour qu'on soit reconnu par l'administration. Une fois ça, quand il y aura des saisies d'oiseaux et que l'OFB, les douanes, les flics, les municipaux appellent en disant on a saisi des oiseaux chez les trafiquants et on veut vous les confier, on les accepte chez les éleveurs capacitaires. Et à un moment donné, il faudra faire remonter l'info au ministère en disant maintenant, à partir d'aujourd'hui, on ne les accepte plus. Vous vous démerdez, vous les mettez où vous voulez, les oiseaux. Point final. Comme ça, peut-être que ça va faire bouger les choses. Ouais, ils vont les canner. Plus rapidement. Non, mais ils les cannent quand ils ne savent pas les placer. Pardon? Ils les cannent quand ils ne savent pas les placer. Ah oui, ils les crèvent. Il y a quelques années, ils ont saisi 150 colibris à Orly, parce qu'un mec faisait il y a 20-25 ans. Ils ont saisi 150 colibris à Orly. Comme ils ne savaient pas quoi faire ou les placer, bien sûr, point final, ils ont euthanasié. Voilà. Ça s'appelle la protection. Oui, ça s'appelle la protection. Tout à fait. Non, mais on ne va pas parler de ça ce soir, mais voilà, là, c'est carrément un autre débat. Quoi, hein. Oui, bien sûr. Tout à fait. C'est un autre débat, mais sur ce genre d'oiseaux dont on a parlé ce soir, comme on a des obligations légales à remplir, c'est une bonne façon de nous montrer en conformité à la loi et non plus avoir une étiquette qui nous est néfaste. C'est important. Et les oiseaux qui sont à l'heure actuelle en trafic, pour pas le nommer, le chardonneret, à l'heure d'aujourd'hui, une personne lambda qui va chez une jardinerie, une animalerie, elle peut acheter un perroquet gris du Gabon qui est en annexe 1 de la Convention de Washington, mais s'il est d'élevage et bagué, il est en annexe 2. Cette personne peut les détenir si elle fait une demande d'autorisation de détention à la TDPP, et là on lui donne d'office l'accord à condition qu'elle n'ait pas 50 oiseaux, qu'elle en ait minimum 10, pas plus. Mais un oiseau qui n'est pas protégé par la Convention de Washington ou la Convention européenne, comme le chardonneret, en France, il ne peut pas être détenu, même s'il est bagué, par quelqu'un qui n'est pas capacitaire. Alors que si c'était ça, peut-être que ça, je ne dis pas que ça va arrêter le trafic, peut-être que ça le limiterait. C'est tout. Mais ça, c'est mon opinion. Mais bon, quelle est la personne qui ne reconnaît plus un chardonneret d'élevage par rapport à un chardonneret de la nature, hein, parce que la différence est énorme maintenant dans les majors. Enfin, non, je ne dis pas des majors parce que moi je parle de chardonneret d'élevage plutôt que de major, parce que le major, celui qui a vu un major, il sait bien que ce n'est pas qu'il est plus grand que celui qui est en élevage. Mais ça n'a rien à voir avec le chardonneret élégant. Hein. Ils viennent saisir des chardonnerets, des mutants. Chez nous, ils viennent saisir des mutants alors qu'ils ne peuvent pas les remettre dans des sortes de revalidation, puisque un sort de revalidation, je ne sais pas si vous en France c'est comme ça, un sort de revalidation, c'est pour revalider l'oiseau dans le seul but de le relâcher de la nature. Donc relâcher un oiseau qui est élevé, un mutant dans la nature, c'est une ineptie totale. Hein. Tout à fait. Bon, et c'est dangereux pour la nature.
En France, je ne sais pas s'il y a ça. Je ne sais pas s'il y a ça. Mais en France, quelqu'un qui détient des chardonnerets bagués, mais qui n'est pas capacitaire, des chardonnerets en couleur ancestrale bagués, s'il n'est pas capacitaire, qui se fait arrêter par la police de l'environnement ou autre, eh ben, il est impacté par un PV et après en justice. Hein. Major ou pas major. Major ou pas major. Major, voilà. C'est pour répondre à Justin. Voilà. Voilà. Ah oui. Il y a Alain Chevalier qui a demandé la parole. Oui, bonjour à tous. Tout ça, c'est très important, cette histoire sur la réglementation. Mais quand on parle de modification d'un oiseau sauvage, on parle toujours de modification par rapport à la couleur et par rapport à des mutations stabilisées. Il y a un moment donné où on peut aussi parler de la mutation de la taille. Si on prend certains oiseaux protégés aujourd'hui, il y a eu ces dernières années, ou ces 10 dernières années, des fortes évolutions au niveau de la taille. Est-ce que si on allait au tribunal avec un oiseau de faune sauvage, protégé, bagué, avec une taille qui a légèrement ou fortement progressé par rapport à la taille de l'oiseau sauvage, est-ce qu'on ne pourrait pas gagner? Est-ce qu'il ne faudrait pas de temps en temps essayer d'aller en justice? Si on perd, on perd. Mais si on gagne, ça peut faire jurisprudence. Et on a aujourd'hui tout un tas d'oiseaux qui sont à inscrire au niveau de l'IFAP, qui sont des oiseaux dont la taille n'a plus rien à voir avec la taille d'origine de l'oiseau sauvage. Y a-t-il pas des actions à faire aujourd'hui? Est-ce que le pada gris aujourd'hui a la même taille que le pada sauvage? Est-ce qu'il n'a pas gagné quelques millimètres? Et s'il a gagné quelques millimètres et que c'est stabilisé, eh ben c'est plus un oiseau IFAP. Et pourquoi aujourd'hui on n'essaye pas de se battre au niveau justice pour essayer d'obtenir des jugements qui pourraient faire jurisprudence? On est aujourd'hui dans une situation où tout se complique. Est-ce qu'il ne faut pas essayer à un moment donné de prendre quelques exemples concrets et puis de voir comment répondra la justice? Si la justice nous répond qu'un oiseau bagué, mais qui est plus gros que l'oiseau naturel, reste un oiseau sauvage, eh ben on finira par l'accepter. Mais je pense qu'il faut essayer de demander à nos tribunaux de se positionner sur cette chose-là, parce qu'aujourd'hui, si ça continue comme ça, on n'y arrivera plus du tout. Non, puis il n'y a pas que la taille aussi, parce qu'une femelle d'élevage, en couleur ancestrale, c'est pas pareil qu'une femelle sauvage. La femelle ancestrale d'élevage, elle s'accouple, elle fait son nid, elle pond, elle coud et elle élève. Une femelle sauvage, elle ne fait pas ça. Mais ça, c'est plus difficile à montrer, je pense quand même. Alors qu'une évolution stabilisée sur la taille, avec des photos précises, avec des oiseaux emmenés au tribunal, en emmenant la forme ancestrale, en emmenant la forme d'élevage, on pourrait peut-être arriver à démontrer qu'il y a véritablement une évolution réelle au niveau de la taille, et qu'à partir du moment où il y a une évolution réelle stabilisée sur la taille, on ne peut plus être à parler d'un oiseau sauvage. Il faut prendre des choses très concrètes, et à mon avis, des choses très concrètes, on pourrait essayer de se battre. C'est mon idée, peut-être que je me trompe. Non, tu ne te trompes pas. Merci. Moi, tu ne te trompes pas. Tu te souviens que nous étions à Reims avec le Hook et les gardes fédéraux dans la petite salle là. Oui. Et que nous avions un beau rideau noir de 35 mètres de long. Exactement. Que je voulais arracher, tu m'as dit Jean-François, déconne pas. Petite précision, pour ceux qui ne connaissent pas le rideau noir, c'est quand l'administration française nous a interdit, pour le championnat du monde qui a eu lieu à Reims, de présenter au public les oiseaux de faune européenne présentés par les éleveurs étrangers. La décision a été prise de placer tous ces oiseaux derrière un rideau noir, d'expliquer au public qu'ils n'avaient pas le droit d'aller les voir, et ça nous a même permis à certaines personnes qui se présentaient, des écolos ou des protecteurs, je ne sais trop quoi, de les interdire d'aller les voir. Et on a fait passer un message extrêmement important en montrant les différences qu'il pouvait y avoir entre la législation française et la législation d'autres pays. Et Alain, il a toujours ce rideau chez lui. Ah, bien sûr. Bon, revenons peut-être au sujet, mais bon, voilà. C'était important de repréciser certaines choses quand même sur une évolution où là, à mon avis, les tribunaux seraient peut-être nos alliés sur certains cas bien précis, avec des dossiers bien précisés,
en refaisant travailler des personnes comme le professeur Corot qui nous ont bien montré ce que c'était qu'un animal qui n'était plus sauvage et qui était domestique, et d'obtenir des victoires au tribunal. Alors, je reprends la parole pour... Il y a Anthony Hook qui demande si ce qui a été dit tout à l'heure, mais qui veut une précision. Pour la capacité, la présence à une réunion vaut, attestation de présence vaut pour la capacité des heures de... Mais ça dépend des sujets. Ça dépend des sujets, bien sûr. C'est celle sur le plumage de canari couleur, ça ne peut pas être pris en compte. Ouais. Et comme celle-là, elle peut être prise en compte, comme celle qui a été faite sur les... Mais il faut prendre... type sauvage, donc ça peut être pris en compte. Voilà. Il faut prendre la circulaire de 2008, où il est écrit dedans que les heures d'attestation doivent parler dans les réunions, doivent parler aussi bien des maladies que de la législation, que de la reconnaissance des espèces et tout ça. Donc, en club, si on parle de ça, ça compte, mais si on n'en parle pas, ça ne sert à rien. Voilà. Je reviens sur les visios, Jean-François. Donc, celle-ci, c'est possible. Oui. Dans 4 semaines, il y en aura une sur les soins vétérinaires. Elle rentre de plein pied dans la thématique, évidemment. Et je pense que pour sur celle sur les soins vétérinaires. Je pense que pour les réunions de club, il faut simplement qu'il y ait un ordre du jour bien précis, établi, qu'on ait la liste des personnes qui animent la réunion, de manière à ce que c'est une valeur juridique en termes d'attestation. On dit la réunion qui a eu lieu la semaine dernière avec 5 personnes du club autour d'un café, c'est de la formation. Non, mais je pense qu'en mettant un ordre du jour très précis, en expliquant quelles sont les personnes et leurs compétences, même si ce sont des personnes qui ont une compétence pas dans le domaine d'être capacitaire, mais dans d'autres domaines, ça m'ouvre tout à fait une attestation. Et moi, je fais partie de la commission départementale. Chaque fois qu'il y a eu des attestations sur des réunions avec un ordre du jour bien précis, il n'y a jamais eu de problème pour les reconnaître. Donc, j'avais eu quelques petites questions concernant la vidéo sur les terrains. Je ne sais pas si tu te souviens, quelqu'un demandait si l'accouplement de double dilué entre eux était judicieux. Tu te souviens? Donc, moi, je pense que si on accouple des terrains double dilués entre eux, ça n'apporte rien. Déjà que les mutations ont tendance à régresser la taille, et ça n'apporte pas un bienfait pour les futurs petits. Ça va plutôt diminuer la taille que de grossir l'oiseau. Donc, si on a des doubles dilutions, on arrive au bout des mutations. Il faut recroiser ces oiseaux-là, soit avec des ancestraux, soit avec des bruns qui se rapprochent le plus possible des classiques. Et après, l'autre question, c'était quoi déjà? Ah oui, séparez-vous les mâles et les femelles des... Voilà, il y a beaucoup de questions sur l'élevage après. Donc, ce n'était pas ce qui a été traité aujourd'hui dans le PowerPoint. Beaucoup de questions, c'est effectivement la préparation des oiseaux, parce qu'il y en a d'autres qui sont arrivés après derrière. Hein. Préparation des oiseaux, séparer mâle ou femelle ou pas, à quel moment il faut accoupler. Mais c'est des questions très générales. Or, tu viens de citer une 20aine ou 25 espèces différentes de tarins. Je suppose qu'elles n'ont pas toutes les mêmes conditions d'élevage, pas toutes les mêmes périodes de reproduction. Voilà. Elles n'ont pas toutes les mêmes périodes d'élevage, mais elles peuvent se reproduire pratiquement toutes en cage de 120, 150, tu vois. Et par exemple, les rouges, moi, je les faisais reproduire en cage de 60, 70, tu vois. Parce qu'ils sont plus domestiques, ils ont une domestication plus ancienne que les dernières espèces qu'on a vues. Je pense qu'après, il faudrait quelque chose de plus particulier dans une nouvelle vision. Hein. Oui, bien sûr. Sur vraiment la technique d'élevage, parce qu'on n'élève pas un terrain rouge, comment on fait élever un Magellan? Ben, Sébastien Dacosta qui fait les terrains rouges pour donner des petites infos. Voilà. Franchement, dans le terrain rouge, il n'y a pas forcément de choses qui diffèrent que du Magellan. Le terrain, bien sûr. Moi, ce que je fais par précaution, c'est surtout enlever les mâles quand la femelle court. Parce que les tarins, on sait ce que c'est, tout va bien, et un jour, le mâle va péter un plomb, puis il va aller bouffer les œufs. C'est exactement ça. Et on retrouve ça dans d'autres oiseaux que j'ai, comme le rasa espagnol, qui pour moi est plus un tarin qu'un canari. Ça a le même caractère. C'est à un moment, c'est plus les précautions qui font que.
Après, c'est pareil, le Magellan est compliqué dans la mesure où en volière, ça se passe mal, sauf s'il y a trop de mâles. En cage, si vous enlevez le mâle, la femelle, elle va entendre le mâle. S'il est dans la même pièce, elle va délaisser le nid. Il y a pas mal de choses à prendre en compte, mais après, l'élevage en lui-même, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est des bons parents. Il y a... Tout à fait. J'en connais qui élèvent que la grana canari des tarins, hein. Ça arrive. Hein. Moi, je sais que j'essaie de diversifier la nourriture au maximum. Mais il y en a qui ont des résultats comme ça. On arrive, comme j'ai entendu parler tout à l'heure, on arrive à avoir des tarins qui n'ont plus rien à voir avec ceux qui étaient avant, qui sont totalement domestiques. Même s'ils ont encore une couleur ancestrale, ça devient des oiseaux plus que domestiques. Tout à fait. Je pense qu'il y en a qui connaissent Monsieur Jean Guillet, non? De nom. Qui m'expliquait dans les années 70-80, les premiers tarins rouges, je ne savais même pas ce qu'ils devaient leur donner à manger. Ben, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, avant les tarins rouges, c'était l'Arlésienne. On en parlait beaucoup, on n'en voyait jamais. Il me dit, je ne savais même pas ce qu'on devait donner à manger. C'était de l'importation, c'était ci, c'était là. Maintenant, quand on voit l'étendue des gammes de nourriture qu'on nous propose, c'est quand même... c'est pas un oiseau qui est simple, c'est clair, mais c'est quand même des oiseaux qui sont assez abordables. Au niveau élevage, entretien, pour un éleveur, entre guillemets, chevronné. Il ne faut pas laisser ça à un amateur qui se lance dans les oiseaux, ça c'est sûr. Parce qu'on arrive toujours à avoir les races espagnoles, c'est une passion pour moi aussi, mais c'est aussi d'excellents parents substitutions par moment, qui me permettent de sauver des couvées. Hein. C'est moins caractériel qu'un tarin. Ah oui. Une jeune femelle que j'ai eue, que j'avais de l'année dernière, elle a, le jour où ça devait neiger, j'ai dit tiens, c'est bizarre, elle est en dehors du nid. Et tu vas voir ce qu'elle m'a fait comme une bouvrelle que j'avais eue. Le premier petit est sorti. Elle s'est dit, mais c'est quoi ce truc-là dans le nid? Elle n'a pas voulu élever. Elle a dit, tiens, c'est quoi ces trucs-là qui sont sortis là? Alors qu'elle a été assidue au nid, tout ce qu'on voulait. Hein. Bah, les petits, hop, sous une femelle rasa, et puis terminé. Autrement, la nichée était perdue. Ah oui. Mais par contre, je vois notamment sur Facebook les choses comme ça. Enfin, je préfère mettre sous canari pour que les oiseaux, les jeunes, aient la mémoire. Pour moi, ils ont une mémoire à la naissance, ces oiseaux. Une très bonne mère, les filles qu'elle va avoir seront des très bonnes mères. Une femelle qui débague, les filles qu'elle va avoir vont débaguer. Pour moi, c'est ça. J'ai déjà pu repérer ça plusieurs fois. Il y a trop de personnes maintenant qui font ça par profit et qui sortent la seringue à tout bout de champ. Et moi, ça, perso, dans les tarins, je suis compris. Il y en a énormément. Énormément. Je vois pas l'intérêt. Pour moi, c'est pas de l'élevage. Un oiseau doit être élevé par un oiseau et pas par un homme. Je suis désolé. Et c'est ce que vous parliez tout à l'heure. C'est Ghislain qui disait ça pour relâcher des oiseaux. Qu'est-ce que vous voulez relâcher des oiseaux qui sont élevés par la main de l'homme? Oui. Non, le tarin est complexe, mais la base de l'élevage, c'est l'observation des oiseaux. Quand vous connaissez vos oiseaux, vous arrivez à faire face. Hein. Il n'y a rien de... C'est pas plus compliqué qu'autre chose. J'ai mon fils qui a 13 ans qui s'en occupe également. Sauf qu'il a ses bagues, il a tout, il a 13 ans. Hein. Et il sait me dire, papa, l'oiseau il va pas bien, l'oiseau ci, l'oiseau ça. C'est de l'élevage, c'est de l'observation. C'est tout. Bon, après, je pense que là, je vois les têtes, il y en a qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Je vois plus de cheveux gris, plus de cheveux dégarnis. Non, je plaisante. Mais voilà, je veux dire, après, il faut surtout partager ses connaissances. Que ce soit ce qu'on sait bien faire, comme c'est déboire. Moi, j'ai pas honte de dire des fois, tiens, merde, un oiseau qui est mort parce que l'abreuvoir, ils le mettent à la cage là, j'ai mis ça du dessus. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Mais pourquoi toujours tout cacher, dire, tiens, moi, j'ai 0 perte, j'ai 0 ci, j'ai 0 là. Des fois, il y a des années, ça va moins bien, bah, ouais, on dit, puis après, l'autre, il va dire, ah ouais, moi aussi. Et après, on va trouver la cause. C'est le but, c'est le partage, c'est tout. Mais c'est ce qui manque dans l'élevage. Et dans le tarin est quand même assez capricieux. C'est plus capricieux qu'un canari. C'est pour ça que ça m'intéresse plus maintenant que le canari. Quoi. Je me suis mis là-dedans. J'avais essayé le bouvreuil, mais là, c'est encore autre chose. Ah, c'est pas pareil. C'est encore plus capricieux, ça.
Mais un tarin, notamment, parce que je conseille à ceux qui débutent dans le tarin, c'est le Magellan. Le Magellan est rien de plus robuste. À moins 10, si vous avez l'eau qui n'a pas gelé, ils sont en train de se baigner, hein, ils chantent. Hein. Non, les Magellan, c'est l'oiseau idéal pour débuter l'élevage de tarin. Ah, c'est l'oiseau parfait. Il n'y a pas de contrainte de coloration, pas de soucis, ça ne craint pas trop le froid. Ouais. Non, ça ne craint pas grand-chose. Moi, j'ai le triste qui est pareil, qui ne craint pas le froid, qui ne craint rien. Par contre, j'ai ma femelle de 2017, c'est la première année qu'elle m'a fait le nid, parce qu'elle a eu le bon mâle, et j'ai eu des petits. J'ai persévéré avec quand même. J'aurais pu dire comme d'autres, tiens, elle ne fait rien, je la vends, mais non. Au bout de 4 ans, elle m'a quand même fait des petits. Il faut persévérer, l'élevage, c'est de la patience, hein, avant tout. Avant tout. Observation, patience, ça résume l'élevage. Après, voilà. Je pense que c'est ça de parole aux autres. Alors, question bête, est-ce qu'on peut faire comme avec des canaris, je crois qu'on le fait, de l'impromptu et laisser les femelles seules faire le boulot et un mâle pour plusieurs femelles? En tarin, ça se fait, ça ou... Totalement. Totalement. Moi, sur le tarin rouge, c'est totalement ça. Hein. Ouais, donc, le tarin rouge, le Magellan. Ouais, ce qui expliquerait que quand il attaque ses œufs, c'est parce qu'en fait, il cherche une autre femelle pour refaire une nichée. Il a une moteur de mâle qui dépasse, quoi. Même sans ça, ils sont tellement chauds à la base quand c'est la période que tout va bien se passer pendant, allez, sur les 12 jours de couvaison, sur les 8 ou 9 premiers jours, par exemple, d'un seul coup, il va attaquer. Ouais. Parce qu'il en a marre de se retrouver tout seul sur son barreau et puis que la femelle fasse rien, quoi. Avec le tarin rouge ou le Magellan, tu peux faire beaucoup d'hybridation parce que les mâles sont très très chauds. Ah oui. Donc, ils poursuivent les femelles pour arriver à leur fin. Guilain voulait dire quelque chose. C'est parfois aussi le problème quand on a plusieurs femelles, c'est une femelle qui va détruire le nid ou bon, ça, il faut toujours on paye de ses erreurs parfois aussi. Hein. On met plusieurs femelles avec un seul mâle, puis alors finalement il donne à manger à d'autres couples, et puis il y a une femelle qui est un peu dominante ou quoi qui vient casser les. J'ai ça dans les PSA aussi, puisque maintenant j'élève avec plusieurs femelles, bon, dans la même. Mais en tarin, j'ai déjà eu ça plus d'une fois. Hein. Mais une dernière question, puis je dois partir moi, parce que vous m'avez retenu pour la dernière question, mais finalement il y a une demi-heure de ça. C'est ça le problème. Est-ce que vous avez des forums en France qui sont... Nous, on avait Belgobert, qui était anciennement Eurobert, qui est une ancienne... c'est une expo. C'était dépendant d'un club d'exposition qui faisait vraiment des expositions sur les apparentés, sur les oiseaux européens plus apparentés. Mais on avait un club qui était très bien, un forum qui était très bien. Et je vais dire, franchement, c'est les éleveurs de chardonneret de France qui nous ont un peu bousillés, je veux dire, parce que on a eu beaucoup d'éleveurs belges qui en ont eu marre du forum parce que toutes les questions venaient sur les éleveurs français qui venaient avec des oiseaux qui voulaient de la nature, etc. Quoi. Tous les rejetés des non-capacitaires de France qui venaient s'agglomérer dans notre forum. Hein. Je ne dirais pas... Et ça a foutu la pagaille, quoi. Parce que on a beaucoup moins. Si Monsieur Gros a vu, il y a beaucoup moins de conversations maintenant dans le forum qu'il y a 3-4 ans. C'était un site où vraiment il y avait quelques éleveurs, des éleveurs de tarin. Vous connaissez peut-être Bernard Comelio, etc. Et d'autres éleveurs belges qui étaient vraiment très très bien. Question Francis Bénat, et s'il y avait des conversations très intéressantes, des trucs qui auraient qui formaient les jeunes, je veux dire, qui formaient les jeunes. Et maintenant, il y a plus rien, on ne discute plus, quoi. Il y a de temps en temps, on voit réapparaître des gens au mois d'octobre pour commencer à vendre des oiseaux, puis c'est tout, quoi. C'était devenu le Facebook du chardonneret, quoi. Le Facebook du chardonneret. Oui, la saloperie du chardonneret. Ghislain, juste sur Belgobert, moi j'y suis depuis plus de 10 ans. Oui. C'est pour tourner. Quand il y a eu la page sur Facebook, ça c'est tout le monde s'est plus décalé sur Facebook parce que tu avais les réponses tout de suite, entre guillemets, quand tu discutais. Ah oui. Et je pense que c'est ce qui a tué un petit peu les forums en général.
Et moi, je suis pas face de bout, moi, je n'aime pas ça. Donc... Non, mais je sais bien. Bon, on s'était déjà revu à Nut ou quoi que ce soit. Oui. Mais c'est vrai que sur Facebook, il y a plusieurs activités, ce qui fait que les forums ont un peu été délaissés, à mon avis. Ah oui. Bien que moi, je vais jeter des coups d'œil de temps en temps, regarder un petit peu les conversations. Mais je pense qu'il y a de ça. Et puis, comme tu dis, les éleveurs de chardonneret, il y en a trop. Enfin, beaucoup de non-capacitaires. Et puis, c'est bien. À l'heure actuelle, dans les bourses d'oiseaux en Belgique, les chardonnerets, bientôt, ils vont les manger en brochette parce qu'ils ne savent plus les vendre. Donc, il n'y a pas de problème. Ça va se régler. Non, mais c'est sûr, ça devient compliqué. Hein. Parce que obtenir un chardonneret, savoir ce qu'il a là dans son génotype, etc., là, c'est. Vous lancez la pièce en l'air et vous attendez qu'elle retourne. Hein. Si vous avez des jeunes, vous verrez bien ce qu'il y a. Non, mais moi, j'ai un grand éleveur qui m'avait dit, il me dit, le chardonneret, c'est la bête à chagrin, mais dans tous les sens du terme. Que ce soit législatif ou même le matin, il va bien, le soir, il est mort. Enfin, c'est tellement fragile comme oiseau que moi, je ne mettrais pas ces sommes-là. Je préfère les mettre dans le tarin américain, justement, que dans le chardonneret, qui est tellement fragile. Tu vas peut-être me dire le nom du monsieur qui est décédé récemment, qui faisait du chardonneret. Oui, Paco. Un monsieur italien, je ne sais plus, la connotation italienne. Ah non, attends, Paolo Gregoruti. Mais il paraît que si tu allé dans sa pièce d'élevage, c'était limite aseptisé, quoi. Oui. Limite, tu rentrais dans un laboratoire, quoi. Ah, c'est Tilan et Baycox toute l'année, quoi. Hein. Voilà. Moi, je suis contre ce truc-là. Moi, quand je vais chez le médecin, c'est quand je suis malade. Enfin, moi, c'est mon avis. Après. Ouais, et ma femme me dit toujours, tu ferais bien d'y aller, quoi. Avec tes oiseaux. Non, mais voilà, non, mais il y a tout. C'est vrai qu'il y a tout. Et ouais. Si on arrivait à diversifier les nourritures que d'acheter tout le temps la nourriture, ceci, cela. Moi, j'étais dans le jardin encore tout à l'heure, il y avait de l'onagre, j'ai mis. Hein. Je veux dire, il y a un moment, de l'onagre, des brocolis, des endives, des choses comme ça. Il faut diversifier un peu, pas que de la graine. Je pense que, enfin, je vais pas dire chou de Bruxelles que j'aime pas, puis que t'es belge, mais je veux dire, moi, tu me donnes que du chou de Bruxelles. Si je vois des frites à côté, je vais aller voir les frites, quoi. Tu vois? Il faut aller voir la vidéo de Marc Lebeau. Dans les éleveurs d'oiseaux, c'est la méconnaissance de la génétique, hein, parce que M. Glemet a fait beaucoup pour. Moi, j'ai lu beaucoup des articles de les porteurs. Jean-François disait, voilà, tout à l'heure, mutant sur mutant, on arrive trop loin, etc. Mais bon, quand on lit les Canaries, finalement, l'utilisation du porteur ou l'utilisation du pas porteur, quoi. Hein. On en revient à ça aussi, quoi. Parce que moi, dans les PSO, je fais de l'opale sur de l'opale depuis 7-8 ans et mes opales sont toujours, je veux dire, quand je les mesure, je reconnais encore les mâles et les femelles directement à l'aile, la grandeur de l'aile, etc. Et mes PSO sont toujours, je veux dire, très, au minimum, comme de la nature, quoi, en grandeur. Donc, quand on sélectionne bien, je pense qu'on peut rester sur mutant. Mais, voilà, quand on va chercher chez un, puis chez l'autre, puis voilà. Et le problème du chardonneret, ils veulent faire mutant sur mutant, mais ils gardent les femelles 2 ans maximum, donc ils ne savent pas faire des lignées. Hein. Donc, voilà. Non, c'est un grand problème. Il faut fabriquer sa souche. Hein. Voilà, la souche. Hein. Bon. Moi, pour ma part, je pense que les mutations, je connais à peu près les mutations classiques, enfin des oiseaux en général, que ce soit du tarin des zones ou du tarin américain ou des choses comme ça. Mais en chardonneret, je suis perdu avec toutes les mutations qu'il y a là-dedans. Je connais rien. Ah, mais ça, je connais rien du tout. Ben non, mais eux non plus ne savent plus ce qu'ils ont. Hein. Avec les têtes blanches, têtes d'aigle, machin, truc bidule, porteur de mots, laisse-moi tranquille. Ça c'est les combinaisons de mutations. Tête d'aigle, c'est un panaché, et puis c'est tout, basta. C'est pareil, tiens, la mutation panachée dans les indigènes. Qu'est-ce qu'on va me casser la tête avec des mutations panachées? Des porteurs panachés. Je dis, mais oh, des canaris panachés, j'ai pas de mutation alors, hein, si je veux. Mais attention, parce que le panaché, c'est la voie vers le lipochrome. Les canaris étaient mélanines dans les îles sauvages, ils sont devenus panachés, et c'est en étant panachés qu'on arrivait au lipo. Et tu prends les verdiers, je pense que c'est la même chose. Il y avait les verdiers panachés il y a une dizaine d'années, et c'est avec ces verdiers panachés qu'on a fait des verdiers lipochrome jaune.
Oui. Et le PSO, c'est pareil. Le PSO, on a. Oui, le PSO, il y a quand même les porteurs de panaché, parce que c'est exact. Il faut deux oiseaux porteurs de panaché pour obtenir du panaché PSO. Hein. Mais je ne veux pas de PSO panaché chez moi. Hein, mais bon. Moi, je trouve que ça dénature l'oiseau. Pour moi, le plus bel oiseau, c'est le classique. Mais après. Mais est-ce que c'est panaché? Voilà. Ils sont reconnus dans les concours, non? C'est que pourquoi élever ça? Pour le business. Le premier mutant qui sort, on lui met un nom. Hein. On lui colle une étiquette. Pour rester sur le terrain américain, ce qui est le sujet de la conversation, quand je vois ces terrains de Magellan jaunes, tout jaune, ouais. Pour moi, il n'y a plus la calotte noire, il n'y a plus rien, c'est plus un Magellan. C'est plus un Magellan, je suis désolé. Mais c'est comme les Gould blancs et tout ça aussi. Voilà, comme tous les oiseaux hein. Voilà, c'est le fun. C'est le fun des éleveurs de faire la génétique de ces oiseaux-là, mais après, au niveau structure de l'oiseau, au niveau beauté par rapport à l'ancestral. Je l'ai encore vu cet été. J'ai un très grand ami au Portugal qui a créé la mutation rubino chez le tarin rouge. Monsieur Santana. J'étais le voir, Hugo. J'ai vu ces oiseaux. Tu vois, ça change. J'en voudrais pas. Pour moi, c'est plus du tarin rouge. Oh, mais ça, bon. C'est comme les Canadiens alors, hein. Pourquoi le posture, pourquoi le truc, etc. Hein. Ouais, bah après, dans le posture, il y a certaines choses, bon. C'est les goûts et les couleurs, ça. On aime bien. Voilà. Non, mais je veux dire. C'est ceux qui aiment les pâtes et les pommes de terre. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un terrain du Venezuela ou un terrain de Magellan, à quoi on le reconnaît en général? Il a une couleur uniforme et il a la cagoule. Quand il l'a plus, c'est difficile de dire, tiens, c'est un terrain. Quoi. Enfin, oui, l'air de rien, la conversation nous a emmenés sur pas mal de sujets. Dans le chat, qu'est-ce qu'il y a là? Ah oui, il y a des histoires de colorants. Donc, en colorant uniquement les terrains du Venezuela, la calotte et les miroirs sont jaunes, est-ce que ce serait pénalisé ou pas en concours? Bien sûr. J'ai pas bien compris. Alors, je répète clairement, parce que en colorant uniquement mes terrains de Venezuela à la carotte, les miroirs sont jaunes, est-ce que je serais pénalisé en concours ou pas? Oui, il sera pénalisé, il ne sera pas rouge. Ah oui, parce que je pense quand même que les miroirs du terrain rouge doivent être rouges. Ils doivent être rouges, hein. Voilà. Mais pas orangés ou jaunes. Par contre, il ne faut pas donner du colorant à outrance. Hein. Parce que sinon, les femelles vont avoir un voile sur le dos. Ça sera pénalisable. Par contre, moi, j'ai remarqué une chose, que tout à l'heure on parlait d'observation. Ce que j'ai fait les deux cas, j'ai coloré mes jeunes et j'en ai laissé sans les colorer, sans rien du tout. Tous ceux qui n'ont pas été colorés, ils ont les miroirs qui sont jaunes, naturellement, comme un chardonneret. C'est jaune ou jaune-orange? Non, jaune. Et la couleur du corps une aile de chardonneret, je l'avais collé sur le tard. Et la couleur du corps, quand tu leur donnes pas de colorant? Ils viennent orangés. Orange, quand même. Le ventre vient couleur carotte. Ouais. Mais en donnant une feuille de pissenlit par oiseau et par jour, ton oiseau est entièrement rouge. Voilà, parce qu'il faut savoir que le terrain rouge, il transforme les lutéines et les xanthophiles alimentaires, c'est-à-dire que tu vas trouver dans une feuille verte, il va les transformer en rouge. Alors qu'un canari ne pourra pas les transformer. Et non. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément besoin d'un apport alimentaire de pigments rouges, caroténoïdes, carophiles, cataxanthine ou bêta-carotène, en passant par des xanthophiles, par une nourriture abondante de pissenlit, des choses comme ça, je pense qu'on a un meilleur effet. J'avais fait un article il y a 2-3 ans, j'avais pas vu une recherche là-dessus, et j'avais posé la question. Est-ce qu'il y en a qui sont capables de nous dire? Oui, moi j'ai un ami qui élevait des terrains rouges, il leur donnait que du pissenlit. Ouais. Désolé, et c'était rouge. Tout rouge. Ouais. La spiruline est un bon colorant aussi. Oui. Il y a un livre extraordinaire pour ça, c'est en anglais The Color of Light de Riccardo Stradi, un universitaire italien qui avait fait les caroténoïdes dans le plumage des oiseaux. Caroténoïdes. Yes. En anglais, il est vraiment extraordinaire parce que
il décompose, il a toutes les différentes molécules des différents pigments. Par exemple, il explique que le ciserin, etc., le rouge vient d'une telle molécule ou pas. Par exemple, le chardonneret, voilà, le rouge du chardonneret et le jaune du chardonneret, c'est la même molécule finalement. Et il y a une partie qui ce rouge, il la transforme, il absorbe le caroténoïde d'une façon différente qui leur devient du rouge. Mais sinon, il part de la même chose, hein, l'oiseau. Le métabolisme est différent, quoi. Et c'est assez marrant de voir ça, tous les spectres des différentes molécules. Comme par exemple le brouillard jaune, etc. C'est assez étonnant de voir le pinson. Moi, par exemple, mes pinsons, quand je faisais des expos avec les pinsons, pour les mâles pinsons, je ne vais pas dire que je les pimentais. Vous voyez l'armoise commune. L'armoise commune, c'est une plante, l'artémésia. Hein? L'artémésia, ben, je leur mettais à mes jeunes, je mettais énormément d'artémésia. Et alors, en ayant ça, et les linottes européennes aussi. Et c'est le rouge de mes linottes et de mes pinceaux, le brun, le rouge vineux, je veux dire, de la poitrine, était vraiment couleur de l'armoise commune. Et c'est bêtement, j'avais remarqué ça bêtement parce que j'élevais du canari jaune et j'avais énormément d'armoises communes chez mon père et j'en mettais ça dans les volières et j'avais eu malheureusement tous mes canaris jaunes qui étaient un peu orange, zéro pointé pour les expos. Alors j'avais dit, ben tiens, là il doit avoir du rouge. Là. Alors j'ai fait ça pour les linottes avec les linottes d'Europe. Je n'en ai élevé que 5-6, mais j'étais parvenu à avoir les petites lunules dans la face de la poitrine, ce qui est très difficile à obtenir pour le lino européen en détention. C'était assez marrant ça. Mais ce livre-là, ça m'avait appris beaucoup de choses. Ben, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Ben, Guilain, je ne sais pas si on dit Guilain ou Ghislain, là, je ne prononce pas bien. C'est pareil. Si tu écoutais les Italiens quand ils m'appellent, alors oui. vous avez estropié mon nom, mais eux, c'est pas mal. Tout c'est art. Mais bon. Tu pourras me mettre sur le forum les coordonnées du livre, s'il te plaît? Oui, je ferai ça. Et moi, je retransmettrai à tous ici sur un forum ou un autre. C'est toujours disponible parce que c'est un vieux livre, hein, mais bon. Là, ça, après, on cherchera, hein, ça, c'est notre affaire. En 88, je pense. Ouais. Oui, alors donc, voilà, il y a Anthony Hook qui n'a pas pris la parole. Je ne sais pas s'il est encore là. Anthony, tu es encore là? Je ne te vois pas, hein, mais bon. Il marquait le pissenlit colore le tarin rouge, mais pas le canari. Et pour le rosin du Mexique, question qui était posée pour le rosin du Mexique, est-ce que ça répondait le pissenlit? Pour le rosin, je n'ai jamais essayé. Et pour le canari, il n'a pas la faculté, comme disait Jean-Paul, de synthétiser là, on a la réponse. Le caroténoïde de la plante. Ouais, parce qu'il y a des caroténoïdes qui sont synthétisés, il y en a qui sont transformés et d'autres uniquement déposés. Donc c'est vrai que par exemple, si tu donnes du carophile ou de l'acantha à des tarins, ils vont seulement le déposer, et c'est ce que tu as dit tout à l'heure, Jean-François, qu'il peut y avoir du rouge qui va aller dans des zones qui ne devraient pas être rouges, notamment chez la femelle, parce que ça augmente la dose apportée, et elle va se déposer là où il ne faut pas. Bon, pour le canari rouge, si vous n'avez pas de pigment rouge, il ne sera pas rouge. Si vous donnez par contre du pissenlit, etc., il va être légèrement doré ou légèrement orangé, mais à peine. Pour le rosin du Mexique, moi je ne suis pas un spécialiste, mais mon ancien président de club, il y a 30 ans, il élevait ça. Et si on n'en avait pas de colorant, ils n'avaient pas la livrée suffisamment rouge pour les mâles. Parce qu'ils leur donnaient même du carophile pur sur du piment. D'accord. C'était élevé à la dure. Hein. Très dur même. Donc je pense qu'il en fallait quand même. Enfin, Jean-Michel est là, la semaine, il pourrait vous expliquer les traitements qu'ont subi tous ces pauvres roselins. Prêts pour les concours, regarde à vous. J'ai une question pour le pissenlit. C'était quelle fréquence que tu donnes en feuilles par semaine ou par jour? Je ne sais pas. Une feuille par jour. Ah d'accord, ok. Une grande feuille ou une petite feuille? Ah, tu vois, précis.
Hervé veut des choses précises. Une feuille à 4. Pas une feuille à 4. Hein. Si t'en mets trop, ils ont la chiasse. Après, voilà. Il y en a certains qui en mangeront beaucoup, il y en a d'autres qui en mangeront moins. Il y a des gourmands, il y en a des autres. Hein. Voilà, c'est pour ça. Hein. C'est toujours les dominants qui vont se jeter dessus. Par contre, j'ai remarqué une chose. Tout à l'heure, on parlait de traitement médicinal. Alors moi, ce que je fais, parce que j'ai quelques chardonnays, les chardonnays, dès que ça tombe malade, c'est une catastrophe. Et j'ai remarqué une chose. Alors maintenant, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres éleveurs qui ont peut-être fait cette remarque. En leur donnant du thym frais, eh ben, je peux dire que les oiseaux se refont une santé sans problème. Ben, le thym, c'est un antiseptique naturel. Hein. Il fallait voir la visio avec notre ami Marc Boom. Marc Boom, oui. Il a fait 2 super visios sur les plantes. Je me suis éclaté. Et moi aussi. Pourtant, je suis un amateur de plantes, mais j'en ai appris pas beaucoup. Exactement. Ouais. Même des plantes que je marchais dessus, maintenant je fais attention. Et bien justement, au niveau élevage du tarin, là, on a besoin de donner beaucoup de verdure ou c'est un oiseau qui, au contraire, souffre quand il en a trop? Ben, quand on lui met des plantes, on en a parlé tout à l'heure, je crois. Hein. Quand on lui met des plantes, il adore ça. Notre ami Pierre Malburet, qui était horticulteur de métier, dans ses volières et dans ses box, il mettait régulièrement des pots de thym et des pots de plantes. Quand les oiseaux avaient tout mangé, hop, il remplaçait, il rechangeait les pots, tout ça. Et c'était royal ton petit élevage. Une chose importante, c'est bien apprendre aux jeunes à manger diversifier la nourriture. Parce que j'ai des oiseaux qu'on peut acheter à droite ou à gauche, par exemple. Vous leur mettez un bout de pomme, un bout d'endive, un bout de ce que vous voulez, ils ne toucheront jamais. Ouais, parce qu'ils n'ont pas été habitués. Ils n'ont pas été habitués. Quoi. Voilà, c'est ça. Mais en général, les tarins, ils aiment bien les plantes sauvages. Hein. Oui, les plantes sauvages. Les plantes sauvages, ils se jettent dessus et tant qu'il y en a, ils sont dessus. Hein, ils s'éclatent. Voilà, ça les amuse, ça les. Ah, l'onagre, c'est vrai que c'est incroyable. L'onagre, tant qu'il y en a, ils s'amusent et ils le cassent et ils passent la journée dessus, quoi. Mais ça les occupe. Pendant qu'ils bricolent la plante, ils se piquent pas, quoi. Exactement. C'est vrai que n'importe quelles herbes graminées, les oiseaux en raffolent. De toute façon, on va toujours dire la même chose, hein. Mais rien de tel que les plantes sauvages pour l'élevage des oiseaux, quoi. Hein. Tout à fait. Il n'y a pas d'autres trucs. Hein. Si on veut réussir et si on veut que ça marche bien, il faut donner des plantes sauvages. Et moi, c'est un Belge qui m'a appris ça en plus. Hein. Gislain le connaît bien, c'est Alain Franco. Il donne que de ça, que des plantes sauvages à ses oiseaux. Il a des oiseaux en pleine forme. Il y a un moment, Après, il faut arriver à les trouver et avoir le temps de les ramasser. Je pense que quand tu fais des oiseaux comme ça, tu prends le temps. Hein. Si tu aimes tes oiseaux, tu... Moi, à un moment donné, j'ai levé les tarins rouges. Jean-François, il le savait. J'avais de très bonnes quantités en fait, d'oiseaux. Mais je m'arrêtais tous les jours à ramasser des plantes sauvages avec des pucerons. Et je donnais tous les jours des plantes sauvages avec des pucerons. J'ai jamais eu autant d'oiseaux que ça. Depuis que je le fais moins parce que j'ai moins de patience, ben, je diminue. Il n'y a pas de secret. Ben oui. Il n'y a pas de secret. Si, c'est ça le secret. C'est important. Pour faire démarrer les femelles, justement, pour faire démarrer les femelles tarins en élevage, si on a la chance d'avoir des branches de Pyracantha, tout ça, infestées de pucerons et qu'on en donne tous les jours, le démarrage de l'élevage va se passer royalement. Ouais, il n'y a rien de tel. Ouais, qui monte en protéines. Hein. Mais il parle de Marseille, nous on a le Pyracantha, elle est en juin. Hein. Non, mais sur l'onagre, souvent il y a beaucoup de pucerons aussi sur l'onagre. Ouais. Et c'est top, quoi. Mais voilà, il faut avoir le temps. Une question sur le Pyracantha, on peut donner du jaune ou pas, ou il faut donner que le rouge? On peut tout donner. Les deux. Pareil, hein. C'est une variété, hein, c'est rien de spécial. Il y a sûrement moins de pigments rouges, d'ailleurs, pas jaune mais rouge, dans le Pyracantha. Alors le pigment rouge du groupe des pommes, c'est la c'est la taxanthine, c'est les canaries. C'est de l'anthocyanne. L'anthocyanne réagit beaucoup quand il fait chaud le jour et froid la nuit. C'est pour ça que les Pyracantha sont très rouges maintenant, parce que le matin il fait très frais, et dans la journée, quand il y a du soleil,
En Provence, on a encore du soleil, il fait très chaud. On a eu 20 degrés aujourd'hui, mais ce matin, il faisait 6. Et l'écart de température fait rougir les pommes, côté soleil d'ailleurs, les pommes à face, les golden à face rosée, et les pyracantha rouges. Et les jaunes, ils n'ont pas la molécule de concentré. Anthocyanes, ils n'ont que du carotène, donc on n'aperçoit que du orange, ou de la lutéine, les deux peut-être. Hein. Mais c'est des mélanges de pigments. Et une pomme golden a très peu de contaxanthine, mais elle en a. Il faut beaucoup d'écart de température, elles rougissent. C'est pour ça qu'on les cultive en montagne. Et que les pommes golden de plaine ne sont pas bonnes. C'est tous des détails comme ça de colorants. Mais c'est des pigments naturels qu'on voit souvent. Et qui sont très bons, on le sait même pour l'alimentation humaine. Bien sûr. Pour en manger, ça sont des antioxydants au niveau biologique et humain. Et quand j'élevais des bouvreuils, je ramassais même des pyracantha, des baies de pyracantha que je congelais pour en donner tout le long de l'année avant que ça revienne. Les oiseaux adorent ça, même décongelé. Hein. Il y a le conaster aussi qui peut être bien. Oui, c'est cool, hein. Ça marche bien. Au moins, on ne se pique pas avec les conasters. On ne se pique pas, avec les cotonasters, il n'y a pas de piqûre. Il y a beaucoup d'espèces de cotonasters. Hein. Donc on peut jouer sur beaucoup de sortes différentes. Et chaque fois qu'on diversifie, on amène autre chose. Hein. C'est bien. Je voulais dire qu'au niveau de la suite de notre visio sur les tarins, comme il y avait 110 diapos au départ sur le montage que Jean-François a fait, et que j'ai un petit peu abondé, modifié un petit peu, je me suis dit 110 diapos, ça passera pas en 2 heures, on va se casser les pieds, ça va pas marcher, on va encore courir pour finir, c'est jamais intéressant. Donc là, volontairement, je l'ai raccourci un peu trop peut-être même, non, c'est bien. Mais ça nous a permis de discuter. Et on fera une suite, je ne sais pas quand, et on parlera des autres moins courants, parce que là, on a passé en revue les plus communs, mais les autres, on ne les a pas vus. Et on résumera rapidement ceux qu'on avait déjà vus, pour montrer entre deux ceux qui se sont glissés. En fait, si on observe bien la carte et l'évolution des couleurs des mandarins du nord au sud, on voit bien qu'il y a une évolution de l'un à l'autre, au troisième, au quatrième, et c'est le système des sous-espèces qui s'espacent de plus en plus et deviennent des espèces. Et donc ça, on le remettra au programme bientôt. Je ne peux pas vous dire quand, parce que jusqu'à la fin de l'année, c'est complet. Hein. Et même début d'année prochaine, on a déjà les visios qui sont en cours. Mais toute personne qui veut intervenir et faire une visio peut se présenter à nous, là, à l'équipe, à Jean-Paul, à qui il veut, hein, c'est pas de problème, il n'y a pas de préséance pour qu'on développe un sujet que vous voulez développer. Pas forcément d'ailleurs une description d'un oiseau, hein, ça peut être, on va forcément parler des trucs d'élevage chez ou les indigènes ou les tarins, je ne sais pas encore s'il faut faire l'un ou l'autre, je ne suis pas éleveur de ce groupe d'oiseaux, hein. Donc, moi, je m'inspire de ce qu'on va bien me donner. Je pense que c'est important. Ce que tu as dit tout à l'heure, Sébastien, il faut communiquer, il faut échanger. Exactement. Bon, quand vous serez dans les 4 planches, tout ce que vous savez sera perdu. Si vous l'avez transmis d'une façon ou d'une autre, on repart à zéro pour retrouver ou connaître quelqu'un d'autre. Donc, pour moi, à mon avis, c'est très important la communication. Je le dis à chaque visio. Mais je sais que c'est positif quand on discute et qu'on échange, on en tire toujours quelque chose. Moi qui suis pas éleveur de tarin, je me suis régalé à faire le montage et à vous écouter aussi et à vous discuter entre vous. Même si je suis un éleveur de perruches ondulées, donc un monde différent. Mais c'est tellement vaste, il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc ça sera une suite qu'on vous préviendra tout le monde, comme d'habitude. Tu fais la conclusion, Jean-Paul? Ah oui, évidemment. Évidemment. Une belle conclusion, parce que je vous remercie tous de votre attention poussée sur ce sujet. 2 conférences programmées pour le mois de novembre. La première, ce sera sur les canaris frisés, donc c'est la 2e conférence sur les canaris postures. On avait déjà eu au début de l'année 2021 la conférence sur les postures plumes lisses. Donc là, c'est François Jardin qui intervient sur les postures plumes frisées. C'est le niveau découverte, ça va vous apprendre à différencier les différentes races et voir également leurs origines et vers quoi on évolue. Et ensuite, 2e conférence de novembre sur les soins vétérinaires, où nous aurons 2 vétérinaires qui vont intervenir, Pierre Chappe pour la France et Oussema Zayed pour la Tunisie, l'un étant plutôt éleveur de canaris, l'autre éleveur d'exotiques, et on aura un regard croisé sur la prophylaxie de l'élevage. Donc déjà,
plutôt le maintien des oiseaux en bonne santé, la préparation, et pas forcément toujours des traitements curatifs. Hein. Ça sera justement pour avoir le meilleur état de santé en passant avec le moins possible de médicaments. Je pense que c'est le message qu'ils vont vouloir faire passer. Et ils traiteront en particulier aussi de la mégabactériose, et on verra bien ce qu'il en est, réalité ou mythe. Impatiemment, nous attendons cela. Donc un joli programme pour novembre. Plus, je pense que vous profitez tous des temps d'exposition, parce que cette année, on peut avoir des manifestations, pas partout malheureusement, mais il y en a quand même pas mal qui se sont déroulées. Il y en a aussi pas mal à l'étranger. On va se retrouver quelques-uns dans quelques jours en Belgique. Et vous avez reçu également que, puisqu'il n'y a pas de national UF cette année, on va essayer de faire un groupement des éleveurs français pour aller exposer sur une grande internationale en Belgique. Donc les informations ont été envoyées aujourd'hui même au président de région et à chacun de vos présidents de club. Donc c'est à eux de vous en parler de façon plus poussée. Ce que je dirais simplement, c'est respecter les délais, puisqu'on a un timing très fort respecté, puisqu'on ne va pas envoyer du matériel en Belgique. Donc il faut envoyer ce qu'il faut et non pas dire c'est parti, ah il manquait 30 cages. Voilà. Voilà. Merci à vous tous pour ce soir. Merci Jean-François, merci Hervé pour ce beau diaporama et merci à Christophe qui va y avoir beaucoup de travail pour faire le montage. Et oui, merci voilà. Christophe. Et il faut bien qu'il travaille un petit peu, il s'ennuie. Ça va aller. Voilà. Et il y a quelqu'un qui s'est inscrit pour la visio aujourd'hui à 19h30, là, je viens de le voir. C'était trop tard. Hein, c'est quelqu'un de la région 13, évidemment. Et oui. Et au sud, ils ont le temps. Hein. Mañana. Allez, au revoir à tous. Au revoir. Merci. Merci à vous tous. Au revoir. Bonne soirée. Ciao, ciao. Oui.